Bienvenue à tous. On est très heureux de vous accueillir sur ce webinaire qui va traiter de l'évaluation de matériel, des techniques et des produits de lutte au CEDRE. Je m'appelle Michael Laurent, je fais partie du service analyse et moyens du CEDRE et je suis également ingénieur d'astreinte. Et je suis accompagné de Fanny Azid-Johannin qui travaille également au service analyse et moyens et qui est également ingénieur d'astreinte. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous demander de bien vouloir couper vos micros pour ceux qui ne l'ont pas fait, de manière à éviter des interférences. Et puis, je vous informe également que ce webinaire est enregistré et qu'il sera du coup disponible en ligne sur le site du CEDRE ainsi que sur YouTube. Voilà, donc, je vais commencer par une présentation du CEDRE pour ceux qui ne connaissent pas. Ouais. Voilà. Donc le CEDRE, on a un statut associatif, on a une association à mission de service public agréée par l'État. Nous sommes experts en lutte contre la pollution accidentelle des eaux, sur les thématiques historiquement des hydrocarbures, mais également des produits chimiques et puis des déchets aquatiques. Nous intervenons en France et à l'international depuis maintenant 45 ans. L'équipe est constituée de techniciens, d'ingénieurs ou encore de docteurs et notre mission, c'est d'apporter du conseil et de la connaissance aux autorités et aux structures privées, françaises ou étrangères, qui sont en charge de la réponse anti-pollution. Donc le plan de notre webinaire, on va d'abord vous présenter le contexte. Fanny va vous présenter ce contexte. Puis on verra quels sont les sites et les moyens expérimentaux qui sont à notre disposition pour mener à bien cet objectif d'essai d'évaluation. On regardera dans le vif du sujet en quoi consistent ces évaluations, les équipements, les techniques d'intervention. On illustrera tout ça par quelques exemples et puis on terminera par une conclusion et une ouverture sur les perspectives. Et à la fin de la présentation, on aura un petit temps d'échange pendant lequel vous pourrez réactiver votre micro pour poser votre question. Donc, comme Michael le disait, tout d'abord le contexte. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait des évaluations de matériel et d'équipements de lutte anti-pollution? L'objectif final, c'est de lutter efficacement contre les pollutions accidentelles des eaux et d'avoir vraiment une bonne connaissance des capacités de ces équipements. Or, on sait que les fiches techniques et les brochures commerciales des équipements offre généralement un aperçu général des capacités d'équipement, parfois détaillé via des tests de laboratoire ou des tests normés, mais que parfois, au regard des conditions environnementales, des conditions du terrain, il peut y avoir un écart entre ce que l'on a sur la fiche technique et ce que l'on a sur le terrain. Et donc, comme pour tous les produits, pour essayer de mieux appréhender cet écart, qui peut être lié, comme je vous le disais, soit aux conditions environnementales, soit à l'environnement, on va faire des tests, soit aux produits, pardon. Donc, par rapport à l'environnement, on peut avoir des variabilités, notamment au niveau de l'agitation. Donc, il peut y avoir, on peut être dans un milieu agité, et donc le matériel ne se comporte plus de façon optimale. Il peut y avoir également du vent, des variations de salinité, de température, par exemple en zone arctique, des matières en suspension. Mais il y a également les caractéristiques du produit qui influent directement sur les capacités des équipements, notamment leur viscosité, leur solubilité, le point d'écoulement, et ce particulièrement lorsqu'on a des températures basses. Et lorsque l'on a à la fois un produit et des conditions environnementales, même si on les connaît, le combo produit plus conditions environnementales peuvent influencer sur le devenir du produit et son vieillissement et encore produire de nouvelles situations. Donc c'est pour toutes ces raisons qu'il est nécessaire de réaliser des tests. Pour vous parler concrètement, l'expérience a montré plusieurs cas de figure lors desquels la réalité a directement influencé sur l'efficacité des dispositifs de lutte. Donc on vous a mis quelques exemples. Il y a 25 ans, par exemple, lors de l'accident de l'Erika, le produit a vieilli. Donc, avec le temps, il s'est émulsionné. Les fractions les plus légères se sont évaporées.
ou se sont solubilisés. Et donc, le produit a augmenté en viscosité. Il a été de plus en plus difficile de le collecter, de le récupérer, même si les opérateurs travaillaient avec des dispositifs connus, robustes et qui étaient réputés pour bien fonctionner. Plus récemment, de nos jours, il y a de nouveaux polluants, ou en tout cas des polluants sur lesquels on va être de plus en plus amené à lutter, comme notamment les GPI. Donc les GPI, ce sont ceux que vous pouvez voir sur la deuxième photo, sur l'accident ici de l'Express Pearl, qui a eu lieu en 2020 au Sri Lanka. Donc lors de cet accident, les opérateurs ont essayé de collecter dans les sédiments ces granulés de plastique industriels, GPI, et il s'est avéré que c'était particulièrement complexe, d'autant plus qu'ici, on avait à la fois des granulés de plastique industriels libres, comme ceux que vous pouvez voir sur la photo, donc qui étaient simplement déversés, mais également certains qui étaient agglomérés du fait d'un incendie qui avait eu lieu sur le navire, et donc qui s'était également transformés. Et enfin, comme vous pouvez le voir sur les deux dernières photos, donc ici, on a deux accidents qui ont eu lieu. L'un, donc c'est l'accident du Wakashio, qui a eu lieu à l'île Maurice, et l'autre en France, à Sainte-Anne-sur-Brisée. Ces deux accidents impliquaient des nouveaux carburants. Donc, pour l'accident du Wakashio, un VLSFO, donc ce sont des carburants à très basse teneur en soufre qui ont été mis sur le marché pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et les particules dans l'air. Donc, ces carburants, qui sont des fuels de propulsion, ont des caractéristiques différentes des fuels de propulsion traditionnels. Ils peuvent être parfois plus cassants, plus visqueux, plus collants, plus difficiles à collecter. Et sur l'autre accident, donc de Sainte-Anne-sur-Brisée, c'était également un nouveau carburant. Là, c'était un biofuel. Et donc, ce carburant, on s'est aperçu qu'il avait un carburant différent des carburants traditionnels. Celui-ci crée des sortes d'agrégats qui peuvent être plus difficiles à collecter, soit parce qu'ils ont du mal à adhérer sur des surfaces qui sont d'habitude destinées pour que le pétrole adhère dessus, donc les surfaces oléophiles, soit parce qu'ils peuvent créer des amalgames qui peuvent rendre plus difficile leur transfert. Donc c'est pour toutes ces raisons qu'il est extrêmement important de tester les équipements avant d'arriver sur des situations qui peuvent être problématiques. Alors, pour mener à bien ces évaluations, on va regarder quels sont les sites et les moyens expérimentaux qui sont à notre disposition. Et donc, on va commencer, bien évidemment, par les installations propres au Cèdre. Alors, on a la chance au Cèdre d'avoir un plateau technique de 2,5 hectares sur lequel on peut réaliser des déversements réels de polluants, que ce soit des produits chimiques, des hydrocarbures ou encore des microplastiques, sans générer aucun impact environnemental. Et donc, au sein de ces installations, on peut créer des déversements, bien sûr, sur des plans d'eau, que ce soit des plans d'eau douce ou des plans d'eau de mer. Et on peut également générer des déversements sur différents substrats, différents sédiments, représentatifs, par exemple, du littoral de France Métropole, tels que, par exemple, du sable, des galets, des enrochements, voilà pour les principaux substrats, des surfaces dures, des enrobés même. Donc, si on regarde un petit peu les différentes photos, des installations qui sont disponibles des principales installations qui sont disponibles sur notre plateau technique, on a un bassin en eau profonde ici, bassin de 2,5 mètres de profondeur sur environ 80 mètres de long. Ça nous permet de réaliser des essais de skimmers, de petites embarcations de collecte d'hydrocarbures, voire de drones flottants ou encore des déploiements de barrages. Donc c'est un bassin qui est également utile pour notre activité de formation. On a ensuite ici une plage artificielle d'environ une centaine de mètres de long, qui nous permet de travailler à l'interface terre-mer, qui nous permet de travailler sur un plan d'eau faible profondeur, par exemple, là encore pour du déploiement de barrage, et qui nous permet ensuite de tester différents équipements de collecte, que ce soit sur le plan d'eau faible profondeur ou sur le sable une fois qu'il est pollué. On a également créé récemment une cellule spécifique aux essais de collecte de granulés plastiques industriels et donc on appelle souvent les GPI ou de microplastiques.
cette cellule spécifique, on la transpose également sur le plan d'eau, puisque sur le bassin profond qui est ici, on a créé également une partie qui est complètement dédiée aux essais de collecte de granulés plastiques industriels flottants. On a également un puits de pompage, donc puits qui mesure une dizaine de mètres de profondeur et qui nous permet de tester des pompes pour les pousser un petit peu dans leur retranchement en termes de, par exemple, de hauteur d'aspiration ou de pression de refoulement. Et dans cette installation, on a la capacité de mettre en œuvre des pompes avec des liquides de différentes viscosités, que ce soit un produit très fluide jusqu'à un produit extrêmement visqueux, voire un produit type fioul lourd émulsionné. On a également ici sur cette photo un réseau routier qui nous permet de faire des tests de matériel sur de l'obturation ou sur des problématiques d'infiltration dans les réseaux pluviaux. On a sur le bassin profond une zone portuaire avec un ponton flottant, une station d'avitaillement qui nous permettent de tester du matériel dédié à des interventions dans ce type d'environnement. Et puis enfin, on a une photo ici qui est la colonne d'essai du Cèdre qui illustre notre capacité à créer des installations spécifiques pour répondre à une problématique. Donc par exemple, dans cette colonne d'expérimentation, on a réalisé des essais de détecteurs de niveau, de détecteurs d'hydrocarbures ou enfin de moyens de collecte d'hydrocarbures dans des conditions submergées. Voilà, donc ça c'est pour ce qui est des moyens propres au Cèdre. Ensuite, on a également des moyens expérimentaux externes et notamment on a la chance depuis 2013 d'avoir un partenariat très fort avec le Grand Port Maritime de Nantes-Saint-Nazaire et la subdivision des phares et balises de Saint-Nazaire qui mettent à notre disposition les installations portuaires et qui nous donnent une autorisation d'accès au domaine portuaire qui est dans l'estuaire de la Loire. Cet estuaire de la Loire, il est très intéressant pour nous puisqu'il représente un cas d'usage de zone à fort courant, puisqu'on peut avoir des courants de plus de 2 nœuds dans l'estuaire de la Loire, avec un plan d'eau qui peut être fortement agité suivant l'orientation du vent, et en plus une problématique de renvers de courant à la marée. Le tout dans une zone qui a une forte sensibilité, avec notamment des étiers, des zones classées, un historique de pollution et un partenariat très fort avec les acteurs locaux. Donc ça nous permet de tester du matériel. On y reviendra par la suite de ma présentation, avec un exemple. Un dernier exemple de site et de moyens expérimentaux externes au Cèdre, c'est le partenariat avec le tout nouveau centre de formation départemental du SDIS 29, dans lequel, vous le voyez sur cette photo, le SDIS 29 a recréé une voie routière pour des besoins de formation de son personnel en intervention sur voie routière. Et on a donc accès au sein de ces installations à différents réseaux d'écoulement depuis une voie routière qui nous permettent de faire des essais de matériel, notamment sur la thématique de la protection des eaux intérieures pour éviter qu'un déversement accidentel ne se propage sur un réseau d'eau intérieure. Dernier point sur cette planisphère, c'est intéressant, on voit que on a la capacité à avoir des partenariats avec des partenaires tels que la Norvège ou la Finlande pour réaliser des essais en milieu polaire. En milieu tempéré, on a bien sûr toutes les installations du Cèdre et toutes les installations ou tous les environnements qui sont accessibles en France métropolitaine. On a également un partenariat avec l'ISPRA en Italie. Et puis enfin, on a régulièrement réalisé des essais en Guyane française pour tout ce qui est en lien avec le milieu tropical. À signaler également des partenariats forts avec des entités telles que le CERTAM qui nous permettent de faire des mesures de granulométrie laser avec du matériel que nous ne possédons pas au Cèdre, ou encore des écoles d'ingénieurs telles que l'ENSTA qui nous donne accès à son banc de traction grande dimension, ou l'école des mines d'Alès qui nous assiste sur des problématiques d'acquisition de données. Donc, on a fait une petite vue un petit peu des objectifs et des moyens qui sont à notre disposition en vous donnant quelques exemples. Je vais continuer en vous parlant plus concrètement de l'évaluation des équipements et des techniques. Donc, quel matériel, quel type d'essai et sur quel produit.
Donc, il faut savoir que les essais peuvent être réalisés sur tout type d'équipement, qu'ils soient dédiés à la lutte anti-pollution ou non. C'est-à-dire que pour nous, l'intérêt, c'est vraiment d'avoir une lutte la plus efficace possible. Et donc, on ne va pas entre guillemets, se contenter de tester des équipements dédiés à la lutte anti-pollution. Si des équipements d'opportunité conçus pour autre chose peuvent être utiles, on va les tester de la même manière que des équipements de lutte anti-pollution. D'ailleurs, on va tester des équipements commercialisés ou en développement pour les améliorer dans la phase de développement également. Ces équipements, on va les tester sur les granulés de plastique industriels, sur les hydrocarbures et sur les produits chimiques. Donc, on garde vraiment ces trois grandes thématiques sur les tests d'équipement. Et on va essayer de tester des équipements sur toute la chaîne de collecte, sur toute la chaîne de traitement. C'est-à-dire qu'on va autant tester des équipements qui vont être dédiés à la détection ou au suivi, comme des caméras, des détecteurs, des capteurs, des bouées de dérive pour le suivi des pollutions, par exemple en mer, ou des équipements qui correspondent plus aux grandes stratégies de lutte, que ce soit pour le confinement avec des barrages, des barrières à bulles, de la récupération. On va tester autant des produits comme des absorbants que les récupérateurs ou les barrages qui servent au confinement. Des moyens de stockage, qu'ils soient flottants ou à terre. Donc, on va tester autant leur capacité de rétention que, par exemple, leur compatibilité avec les produits, notamment avec les produits chimiques. La dispersion, pour les techniques de dispersion, je ne vous l'ai pas mis sur PowerPoint, mais on a aussi travaillé sur l'in situ burning, c'est-à-dire le brûlage des nappes, qui peut être une stratégie de lutte, qui n'est pas utilisée en France, mais qui peut être utilisée à l'international. Et ensuite, si malheureusement on n'a pas réussi à lutter en mer, on va également tester des moyens de lutte pour lutter sur le littoral. Tout à l'heure, Mickaël vous a parlé des zones GPI, donc pour la collecte des granulés de plastique sur nos différents substrats, mais également nettoyage des enrochements, nettoyage des équipements de lutte, etc. Et si, comme je vous disais, on essaie de se positionner sur toute la chaîne de collecte et de lutte anti-pollution, donc on va également tester des systèmes de soutien qui ne sont pas forcément des récupérateurs ou des systèmes de lutte, mais par exemple, on va tester des drones qui soient aériens, flottants ou sous-marins, ou tout autre système de soutien. Donc, pour cela, on se base sur trois grands types d'essais. Donc, les premiers essais qu'on va vous présenter, ça va être les essais normés, donc des essais qui sont réalisés selon des normes, dont l'objectif est de caractériser ou de comparer différents équipements dans des mêmes configurations normées. Et donc, en général, ce sont des essais qui sont faits chez nous avec des hydrocarbures. Ensuite, on va avoir des essais de mise en œuvre. Donc, leur objectif, c'est de simuler une réponse anti-pollution pour mettre en évidence les avantages et les inconvénients ou les limites des équipements dans des environnements ou des conditions spécifiques. Donc, c'est-à-dire que ça, c'est des essais qui généralement sont plus réalisés en milieu naturel ou dans les zones portuaires. Et donc là, on ne va pas forcément pouvoir utiliser des polluants, on va plutôt en général utiliser des simulants, comme sur la photographie que vous voyez de la balle de riz, ou des copeaux de bois, ou du popcorn, ou tout autre produit qui ont des comportements similaires avec les produits qu'on veut tester. Et enfin, on va faire des essais sur mesure. Donc là, l'objectif, c'est de démontrer la capacité de l'équipement à répondre à des problèmes ou des défis spécifiques. Donc en général, ce seront soit ceux des fabricants, soit ceux des utilisateurs finaux. Et donc les essais sur mesure, ils impliquent le développement de protocoles et de bancs d'essais adaptés aux besoins du client. Ils peuvent être faits sur notre site ou en extérieur. Et là, ça va un petit peu être un mélange entre les essais normés et les essais mis en œuvre. On va avoir des protocoles, on va pouvoir les réaliser avec des hydrocarbures ou des produits chimiques ou des GPI. Mais par contre, ils ne rentrent pas dans des normes, ils répondent vraiment à la problématique client. Quand je parle de problématique client, il faut savoir que ces trois types d'essais peuvent être réalisés soit dans le cadre de notre programmation technique, c'est-à-dire qu'ils peuvent être financés par nos partenaires et les financeurs du CEDRE, ou alors ils peuvent être demandés par des fabricants d'équipements ou des utilisateurs finaux qui ont un besoin spécifique, soit de développement d'équipements,
soit de comparaison d'équipements pour pouvoir acheter l'équipement qui leur correspond le mieux. Nous, notre objectif, c'est vraiment de se remettre dans la situation réelle. Donc, pour cela, on va vous présenter un exemple par type d'essai. Donc, je vais commencer par les essais normés. Les essais normés, donc je vous le rappelle, l'objectif, c'était de caractériser ou de comparer les équipements. Donc, on va se baser sur des normes. Ça peut être les normes françaises, donc les normes AFNOR, les normes ASTM américaines, ISO pour l'Organisation internationale de normalisation. Ça peut être tout type de normes. On va vraiment s'adapter aux besoins. Et on va le faire autant sur des produits, comme des produits de lutte, comme les absorbants, les dispersants, les produits de nettoyage, ou les équipements. Là, les essais dont je vais vous parler, dont je vais vous donner l'exemple, ça va être sur les essais de récupérateurs, donc sur les récupérateurs. Donc, pour un test de récupérateur, on a besoin d'une norme. En règle générale, nous, on utilise la norme française, mais on peut utiliser notre norme si besoin, selon les besoins clients. On va utiliser des hydrocarbures. En général, on fait les essais sur 2 ou 3 types d'hydrocarbures pour faire varier la viscosité. On va prendre en général un hydrocarbure à faible viscosité ou très faible viscosité, un hydrocarbure à viscosité élevée et une émulsion, donc un mélange eau-hydrocarbure. Ces hydrocarbures, on va les caractériser avec notre laboratoire, en amont et pendant les essais, même en aval. Donc, on va caractériser leur viscosité, leur densité, donc savoir s'ils vont flotter ou non, et l'émulsification, la teneur en eau dans l'hydrocarbure. Et ensuite, on va utiliser des récupérateurs. Donc, ces récupérateurs, ça peut être des récupérateurs oléophiles comme mécanique à seuil ou mécanique, autre type de mécanique. Et on va pouvoir tester différentes tailles de récupérateurs dans nos bassins ou dans des bacs dédiés. Notre objectif, ça va être de caractériser les capacités d'attraction de l'hydrocarbure par le récupérateur. Est-ce qu'il va attirer par lui-même la nappe ou est-ce qu'il va nécessiter un mouvement? On va mesurer aussi son débit de collecte. Généralement, c'est en mètres cubes par heure. La sélectivité. Est-ce qu'il va récupérer plus d'eau que d'hydrocarbures, plus d'hydrocarbures que de l'eau? Donc ça, c'est une mesure qui s'exprime en pourcentage. Et sa tendance à l'émulsification. Donc, c'est-à-dire que le mélange eau-hydrocarbures qui va être collecté, en passant dans le système du récupérateur plus la pompe, est-ce qu'il va être émulsionné, est-ce qu'il va être mélangé en sortie, ou est-ce qu'on va pouvoir récupérer de l'eau libre et de l'hydrocarbure non émulsionné pour pouvoir décanter plus facilement, ou est-ce que l'ensemble sera mélangé? Ça, c'est des éléments qui sont directement utiles pour les utilisateurs finaux dans la réalité. Et donc, en exemple, je vais vous prendre le cas d'une collecte d'hydrocarbures qu'on a fait à l'aide d'un récupérateur dans le cadre du projet IMAROS. Donc, c'était sur un hydrocarbure à très faible teneur en soufre qui était particulièrement collant. Donc, pour récupérer cet hydrocarbure, on a utilisé un récupérateur dont le débit annoncé était de 20 mètres cubes heure, donc de collecte. On l'a utilisé avec sa pompe initiale, qui était une pompe centrifuge, avec sa pompe et une pompe volumétrique que l'on a rajoutée, avec sa pompe et une injection annuaire, donc qui est un dispositif qui injecte de l'eau pour faciliter le transfert du polluant, et avec les 3 dispositifs, donc sa pompe, la pompe additionnelle, plus la pompe volumétrique, plus l'injection annuaire. Donc, ce qui est intéressant et ce qui est utile pour les utilisateurs finaux, c'est qu'on voit que bien que le débit annoncé initialement soit de 20 mètres cubes heure, le débit de collecte avec sa pompe seulement, parce que c'était un produit particulièrement visqueux et collant, était seulement de 0,7 mètres cubes heure, avec quand même une très bonne sélectivité de 98%. Or, on s'est rendu compte qu'en ajoutant simplement une injection annuaire, on multipliait presque par 5 le débit de collecte, tout en gardant une bonne sélectivité, 72%. Et si on rajoutait cette injection annuaire plus la pompe volumétrique, on multipliait presque par 10 le débit de collecte. Et donc ça, c'est des informations qui, pour les opérateurs, pour les personnes qui seront en charge de la lutte anti-pollution, sont directement intéressantes. Et même pour prévoir dans les stocks de lutte anti-pollution, savoir que le fait d'ajouter une injection annuaire ou une pompe permet directement d'augmenter
la collecte de produits qui peut être particulièrement difficile à récupérer. Donc voilà pour un exemple d'essai selon des normes. Donc on a vraiment comparé avec une norme différents équipements. Et donc là, je vais laisser la parole à Michael pour les essais de mise en œuvre. Et donc voilà, Fanny vient de vous montrer avec les essais normés qu'on obtient des résultats quantitatifs très importants pour caractériser les performances pures d'un équipement. Pour aller au-delà de cette appréciation quantitative, il peut être intéressant dans certains cas de mettre en œuvre l'équipement en conditions quasi réelles, en milieu naturel, de manière à obtenir cette fois-ci plutôt des données qualitatives qui visent notamment à identifier les avantages, les limites, voire des axes d'amélioration pour chaque équipement. Donc ça aussi, c'est ce qu'on va être amené à faire dans les essais de mise en œuvre. Et donc, je vais vous donner un exemple d'essai de mise en œuvre qui concerne les dispositifs de collecte à fort courant. Donc, on revient rapidement sur cette problématique. Il faut savoir que lorsqu'on déploie un barrage de lutte anti-pollution pour confiner une nappe de polluants flottants, dès qu'on a du courant sur le plan d'eau supérieur à 0,7 nœuds, on atteint une limite opérationnelle du barrage anti-pollution, puisqu'on a, on le voit sur le schéma du haut ici, on a une accumulation de pétrole devant le barrage, si celui-ci a bien joué son rôle, et la force du courant va arracher des particules d'hydrocarbures sur la sous-face de la nappe. C'est un effet hydrodynamique qui est assez bien documenté. Et on va donc avoir une fuite sous le barrage qu'on appelle une fuite par entraînement. Et donc ça, c'est une problématique qui est une vraie contrainte opérationnelle pour chaque opérateur qui doit déployer un barrage sur un plan d'eau où on aura un courant supérieur à 0,7 nœuds. Donc pour essayer de trouver une solution, plusieurs fabricants ont développé des équipements qui sont dédiés à la lutte, c'est-à-dire au confinement et à la collecte, dans des zones à fort courant. Et donc on fait le lien avec la présentation de tout à l'heure sur tout l'intérêt d'avoir accès à l'estuaire de la Loire et aux installations portuaires grâce au grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire, puisqu'on a la chance d'avoir du coup un terrain d'essai en milieu naturel qui nous donne des courants forts qui permettent de tester en conditions réelles ces équipements. Donc on vous a mis quelques photos ici des principaux équipements disponibles sur le marché que nous avons testés depuis 2013. Donc bien sûr, comme on est en milieu naturel, on ne teste pas avec des hydrocarbures réels, on utilise un simulant de pollution. Pour faire ce type d'essai, on aime bien utiliser le popcorn parce qu'il est complètement biodégradable, il est peu cher, et puis quand il est imbibé d'hydrocarbures, il a un comportement un petit peu gluant qui peut se rapprocher, dans certains cas, de la viscosité d'une nappe d'hydrocarbures. Quand il est imbibé d'eau. Quand il est imbibé d'eau, pardon. Oui. Donc voilà, des essais qui sont menés depuis 2013 avec les principaux dispositifs disponibles sur le marché. Sur le slide suivant, on voit par exemple que les essais de mise en œuvre opérationnelle consistent à tester les deux configurations possibles. Soit je vais remorquer le dispositif à l'aide de deux moyens nautiques, et je vais observer du coup quelles sont les difficultés, les avantages, les inconvénients, le temps de déploiement, les problématiques rencontrées, l'efficacité aussi de la collecte. Soit je vais les utiliser à l'aide d'un paravane. Donc le paravane, c'est ce que vous voyez en photo ici dans le petit encart en bas à gauche. Le paravane, c'est un dispositif qui est issu du monde de la pêche, qui servait à l'époque, ou qui sert dans le monde de la pêche, à générer un effort de traction latérale pour ouvrir un chalut derrière un seul bateau. Et donc on peut le transposer utilement au domaine de la lutte contre la pollution, pour ouvrir, comme on voit sur ce schéma ici, le dispositif en remorquage derrière un seul moyen nautique. C'est ce qu'on voit sur la photo ici, utilisation avec un seul moyen nautique et utilisation avec deux moyens nautiques. Et le résultat opérationnel de cet essai, c'est qu'on s'aperçoit que clairement la manœuvre est beaucoup plus à la fois efficace et à la fois sécure avec un seul moyen nautique et un paravane, parce que d'une part on économise un moyen nautique, et les moyens nautiques sont précieux quand on est confronté à une pollution, et puis d'autre part la manœuvre est plus efficace et plus sécurisée puisqu'il y a un seul maître de la manœuvre, et on s'affranchit de tous les problèmes de coordination entre les deux moyens nautiques. Il y a également d'autres exemples de résultats opérationnels. On voit que le dispositif numéro 1, il a une limite d'efficacité à 3,1 nœuds. Le dispositif numéro 2, il a une limite d'efficacité à 3,5 nœuds. Et le dispositif numéro 3, également 3,5 nœuds. Donc là,
par rapport aux 0,7 nœuds pour un barrage conventionnel, on a un réel gain opérationnel. Et on voit sur les exemples de cette série de photos comment on est amené à mesurer et à déterminer cette vitesse critique. Donc, on déverse dans le dispositif un faux polluant, donc le popcorn, que vous voyez bien ici, captif dans la partie de stockage du dispositif à l'arrière. Et puis, on va augmenter la vitesse de manière graduelle jusqu'à observer la vitesse critique à partir de laquelle on a un afflux d'eau trop important dans le dispositif pour que celui-ci puisse l'évacuer efficacement. Et donc, le dispositif passe en subsurface, on a une perte de confinement, on a défini quelle était la vitesse critique. Ce type d'essai nous permet également d'observer d'autres phénomènes qu'on n'avait pas forcément identifiés préalablement, tel qu'un phénomène de backwash qu'on voit sur cette photo, c'est-à-dire que quand on chalute face à un clapot à partir d'une certaine taille, on peut avoir un phénomène de réflexion du clapot à l'arrière et du coup des éclaboussures qui entraînent également le polluant par-dessus la zone de confinement. Voilà des exemples de mise en œuvre opérationnelle et du type de résultats qui sont obtenus à la fin de ce type d'essai. Et donc, pour finir sur les exemples d'essais, je vais vous donner un exemple d'essai sur mesure qui a été réalisé au CEDRE en 3 années différentes. Donc, c'est des essais qui ont eu lieu sur les dispositifs de dispersion. Donc, l'une des problématiques que l'on rencontre lorsqu'on veut disperser une nappe en mer, c'est qu'il faut que l'on puisse appliquer notre dispersant à la surface. Donc là, je parle bien d'une dispersion chimique. On va appliquer le dispersant à la surface de façon homogène sur toute la nappe et en créant des gouttes qui doivent être comprises entre environ 300 micromètres et 800 voire 1000 micromètres. Pourquoi on a besoin d'une taille spécifique de gouttes? Parce que si on a des gouttes trop petites de dispersant dans le panache, dans l'air, elles risquent d'être emportées par le vent ou tout simplement s'évaporer. Et si elles sont trop épaisses, trop grosses, elles peuvent pénétrer, passer à travers la nappe d'hydrocarbures sans la disperser, simplement la traverser. Donc, on a voulu tester ces 2 paramètres. Est-ce que les dispositifs que l'on a à notre dispositif permettent d'obtenir des gouttelettes aux dimensions souhaitées et est-ce qu'ils permettent de créer un panache homogène sur toute la largeur de dispersion. Donc, pour cela, on a testé 2 grands types d'équipements. D'une part, ici, vous pouvez voir une rampe. Donc, une rampe, c'est un dispositif qui dispose, donc, comme son nom l'indique, d'une rampe et sur cette rampe, de plusieurs buses. Donc là, par exemple, vous en avez 3, mais ça peut être 4, 5, 6, ça dépend. Et des dispositifs qu'on appelle à buse unique. Donc, c'est un petit peu comme une lance à incendie. Donc, il y a une seule buse, mais qui permet de créer un panache, qui est conçu en tout cas pour créer un panache homogène avec du dispersant. Donc, on a testé 4 dispositifs de buse et 3 dispositifs de rampe différents. On les a testés avec du dispersant, un dispersant particulièrement visqueux, donc de 70 centistock, et avec de l'eau, donc qui est environ 70 fois moins visqueuse que notre dispersant. Et on l'a également testé avec du dispersant dilué, pour essayer d'avoir une plage de viscosité variable sur nos différents essais. Donc, pour les tests de pluviométrie, donc pour savoir si le panache était homogène au sol, si on avait une application homogène, on a utilisé un dispositif de seau pour permettre de mesurer la quantité de produit appliqué au sol. Et pour la granulométrie, donc pour la taille des gouttelettes de dispersant dans l'air, on a utilisé le dispositif que vous voyez ici, qui est un granulomètre laser. Et pour cela, on a travaillé avec une entreprise qui s'appelle le Certam, parce qu'on n'avait pas la capacité en propre au CEDRE, et donc on a fait appel à ce partenaire pour ces essais. Donc, pour vous illustrer les résultats, j'ai choisi de vous illustrer les résultats de la pluviométrie, car ce sont les résultats les plus parlants. Donc, en haut, vous avez les photos de la rampe. Donc, on a l'impression qu'il n'y a qu'une buse parce qu'on est face à elle, mais en fait, toutes les buses sont alignées. Donc, ici, vous avez une photo en eau, ici, une photo avec le dispersant. Et vous avez en dessous les graphiques, donc les résultats. Vous pouvez voir, donc, ici, il faut imaginer que la rampe est au-dessus, dans la longueur, comme ça, avec les différentes buses qui pendent.
et donc la largeur du panache et ici la longueur du panache. Donc sur les résultats en eau, on peut clairement voir que l'on a plus d'eau appliquée sous les buses. Donc là, c'était une rampe à 6 buses. Mais qu'il y a quand même un recouvrement entre les buses. Même si le panache n'est pas homogène en termes de pluviométrie, on a quand même un recouvrement. En revanche, avec un produit plus visqueux, ici vous avez le dispersant, on peut voir que le dispersant tombe vraiment sous chacune des buses. Donc le panache est beaucoup moins homogène et donc il pourrait y avoir un effet des zones où la nappe n'est pas touchée par le dispersant. C'est encore plus parlant sur cette image. Donc c'est l'une des buses que l'on a testées. Ici, vous pouvez voir visuellement le panache en eau et ici le panache avec le dispersant. Donc qui nous crée presque un jet bâton. Donc on peut voir qu'avec un produit peu visqueux tel que l'eau, le panache est relativement homogène. On a, en termes d'application au sol, on a presque une quantité équivalente d'appliquer sur l'ensemble du panache, ou en tout cas sur la plus grande partie du panache. En revanche, avec un produit visqueux, donc il faut savoir qu'on a choisi l'un des dispersants les plus visqueux dans le marché volontairement. Donc là, on voit qu'on a presque un jet bâton et que l'ensemble tombe au bout, donc presque à 10 mètres de la buse. Et donc là, on pourrait avoir presque un effet de cisaillement de la nappe. Et c'est extrêmement important du coup de se rendre compte avant et de pouvoir, pour les achats, pouvoir acheter un dispositif de dispersant compatible avec le dispersant que l'on a dans les stocks ou inversement, acheter des dispersants qui sont compatibles avec les dispositifs de dispersion. Et donc c'est pour ça qu'on a mené ces essais, parce que notre partenaire souhaitait acheter de nouveaux dispositifs et donc il souhaitait savoir lesquels correspondaient le plus à son besoin. Ça ne veut pas dire que l'un est mauvais et l'autre bon, mais c'est plutôt des compatibilités entre les produits. Donc voilà pour les essais sur mesure. Étant donné que c'est des essais qui sont beaucoup plus larges, on vous a préparé deux petites slides suivants qui vous présentent les derniers essais, ou en tout cas qui font partie des derniers essais qu'on a menés au Cèdre. Ici, sur cette vidéo, si elle veut bien se lancer, oui, voilà, donc sur cette vidéo, vous pouvez voir un absorbant. Donc, on a testé cet été, on en a testé plusieurs, ce sont des absorbants réutilisables. Donc, ici, vous pouvez voir, il est gorgé de gasoil non routier, donc de GNR, et on va venir l'essorer dans une essoreuse pour pouvoir le récupérer et le réutiliser. Celui-ci, par exemple, on l'a testé 20 fois. Au bout de 20 fois, ses capacités d'absorption et sa sélectivité n'avaient pas diminué. Donc, c'est un exemple d'essai, on en a testé d'autres. On teste rarement un seul produit, on essaie toujours de tester toute une gamme de produits. Ici, vous avez la vidéo d'une barrière à bulles qu'on a pu tester dans nos installations également cet été. Donc, l'idée, c'est de pouvoir, dans les zones où il peut être difficile d'installer des barrages ou en complément, d'utiliser une barrière à bulles pour confiner le polluant. Donc là, on en a mis 3 en série. On l'a tout d'abord testé sur de la fluorécéine, donc qui simulait un produit chimique dissous dans la colonne d'eau. Donc, on peut voir que la barrière à bulles n'a pas arrêté ce produit dissous. Ensuite, on a déversé du gasoil non routier et on peut voir qu'une grande majorité est contenue par la première barrière. Malheureusement, le confinement qu'on a réalisé sur notre bordure de quai n'était pas optimal et donc il y a du produit qui a commencé à passer et à être récupéré par la seconde. Et sur la dernière, on a créé un coude, ce qui nous a permis de finir de confiner les fuites liées dans la première ou dans la deuxième partie. On a également réalisé des essais sur des dispositifs, des caméras qui permettaient de capter les produits chimiques déversés à la surface de l'eau. Alors ici, vous voyez la nappe et la phase qui s'évapore, le nuage gazeux. Donc ça, c'est un essai qu'on a réalisé dans le cadre du projet Manifeste, qui est un projet européen dédié aux produits chimiques. Et sur cette dernière photo, vous pouvez voir des essais de collecte de granulés de plastique industriels, que ce soit sur un sédiment donc sableux ou sur des galets. Et en fait, on a testé différents équipements sur différents substrats durant l'été. Enfin, pour finir, des essais qui sortent un petit peu de ce qu'on vous a présenté jusqu'à présent.
On va tester également, notamment pour l'industrie pétrolière, des dispositifs qui permettent de détecter au sein des installations les hydrocarbures. Donc ici, ce sont des dispositifs de type sonde qui permettent de capter les différents niveaux dans un réservoir. Donc, par exemple, ici, vous avez le niveau d'eau, vous pouvez avoir une émission et une nappe d'hydrocarbures en surface. Et donc, ce dispositif, cette sonde, on l'a testé parce qu'elle permet, lors de la décantation, d'éviter de relâcher de l'hydrocarbure dans l'environnement. Donc là, on va agir plutôt en amont, avant la pollution. Mais on va également tester des détecteurs, des capteurs pour l'industrie pétrolière. Et donc, la dernière slide, avant de conclure, elle porte sur des essais sur mesure qui sont en plein essor. Donc, ça va être les essais sur les drones. Ici, vous avez un drone flottant qui va collecter des GPI. Donc, c'est un type d'essai qu'on a pu réaliser au CED. Donc, c'est des essais sur mesure de collecte de GPI. Mais on a également testé de la collecte d'hydrocarbures et des essais de traction, par exemple, pour le déploiement de barrages à l'aide de drones flottants. On a également réalisé des essais sur des drones sous-marins, comme vous pouvez le voir ici. Donc, là, on vous a mis un extrait de vidéo où le drone vient faire un prélèvement de produits chimiques. Alors, on a fait avec des produits chimiques. Ici, c'est avec de la fluorescéine pour un aspect plus visuel. Mais l'idée, c'est de voir si on peut aller dans des zones peu accessibles à l'homme ou alors des zones où on ne souhaite pas envoyer des intervenants, faire des prélèvements sous l'eau. Et enfin, on a fait des essais avec des drones volants. Donc ici, c'est dans le cadre du projet européen Iramar. On a fait à la fois des essais de détection. Donc, est-ce qu'il est possible de détecter des éléments à la surface de l'eau ou sous l'eau avec ces drones, avec différentes caméras embarquées, différents détecteurs. Et ce que vous pouvez voir en dessous, ici, c'est un prototype d'échantillonnage, de système d'échantillonnage pour aller prélever à la surface de l'eau des échantillons. Donc à la surface et en subsurface, pour les produits qui sont soit solubles, soit qui passent en subsurface. Donc voilà le type d'exemple d'essai qu'on peut faire sur mesure dans le cadre des Valmat. Très bien, mais du coup, on vous a dressé un panorama assez large de tous les essais qui sont menés et conduits par le CEDRE. Donc en conclusion, ce type d'essai, ça permet aux utilisateurs finaux de faire des choix éclairés afin de sélectionner l'équipement le mieux adapté à son besoin spécifique. Ça permet aussi aux fabricants d'équipements, sur des phases de développement ou de prototypage, de venir chez nous pour tester sur des phases intermédiaires ou sur une phase finale leur équipement afin de pouvoir l'adapter aux besoins des utilisateurs finaux. Notamment sur des demandes spécifiques. Et ça permet donc, in fine, d'améliorer les performances de l'équipement. Et puis, dernier point, ça permet aussi de tester les équipements en identifiant bien tous les paramètres et de les évaluer. Donc, les spécificités des polluants, on vous a parlé des différents types de polluants, et pour chaque polluant, la possibilité également de le tester dans plusieurs états, notamment pour des hydrocarbures, de tester des viscosités croissantes, de simuler les différents paramètres environnementaux, et puis de prendre en compte aussi les différentes conditions techniques de mise en œuvre. Et donc tous ces paramètres-là peuvent influencer les performances de l'équipement, et ça nous permet donc de bien tous les prendre en compte pour essayer de délivrer une évaluation qui soit la plus complète possible, aussi bien sur des aspects quantitatifs que sur des aspects qualitatifs. Voilà. Donc, si ces essais vous intéressent, je vous invite à consulter notre catalogue de tests qui est disponible en ligne. On vous a mis le lien là, sur le slide. Sur le site du CEDRE, vous pouvez aller dans la rubrique Analyse et Recherche, et dans la sous-rubrique Évaluation de matériel, vous avez à votre disposition un catalogue complet qui reprend tous les essais que nous pouvons réaliser pour répondre à vos besoins spécifiques. Voilà. On a parlé déjà des différents partenariats. Je pense que c'est important de redire que par l'intermédiaire notamment de notre veille technologique, on reste à l'écoute des évolutions à la fois en termes de polluants et en termes de technologie, et que donc on adapte en permanence notre catalogue d'essais à ces nouvelles évolutions. On a parlé des granulés plastiques industriels, on a parlé des nouveaux polluants, des nouveaux carburants navires à très basse teneur en soufre.
voilà, ça, ce sont des exemples aussi d'évolution et également de perspectives pour la suite, puisqu'on va être amené à développer des essais pour prendre en compte l'avènement sur le marché de ces nouveaux polluants, et ça va se poursuivre aussi avec les nouvelles énergies de propulsion qui sont, je pense, à l'avenir des vecteurs de nouveaux produits potentiellement déversés sur le plan d'eau. Voilà, mais écoutez, on vous remercie pour votre attention. On va maintenant répondre à vos questions, si vous en avez. Bonjour. Du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, du coup, je travaille au ministère de la Mer et je suis en charge de l'acquisition des matériels spécifiques anti-pollution sur le littoral. Et du coup, je voulais souligner toute l'importance pour nous de ces évaluations de matériel qui sont réalisées de façon très neutre. Ça nous permet à nous d'avoir une vision, on va dire, objective pour la rédaction de nos cahiers des charges pour l'acquisition de ces matériels, et donc de pouvoir repérer certains points qui seraient plus positifs ou plus négatifs sur chacun de ces matériels qui sont donc comparés lors des essais réalisés au CEDRE. Voilà. Merci, Sklérigène. Juste pour rebondir sur ce que disait Sklérigène, c'est vrai qu'on fait régulièrement tous les ans même, des essais pour pour le stock Polmar et pour d'autres partenaires dans le cadre de notre programmation technique. Donc c'est vraiment dans le cadre de notre mission de service public que l'on va réaliser ce type d'essai pour justement procurer le plus d'informations possible à tous ceux qui peuvent être un jour amenés à lutter contre les pollutions accidentelles de l'eau, que ce soit sur le littoral comme Sklérigène ou plutôt en mer. Monsieur Tomaso. Oui, bonjour, je vous voyez la caméra. Bonjour, Thierry Tomaso, le patron de Tomsi. Ma question, c'était entre le moment où on effectue la première démarche en venant vers vous pour tester un matériel en mer et le test lui-même, ça prend quels sont les délais? Alors, ça va être variable. Comme l'a présenté Fanny, on a deux possibilités d'essai. Soit l'essai fait partie de la programmation technique, et auquel cas, il y a effectivement une démarche qui nécessite de l'introduire dans la programmation technique, avec une planification qui est déjà faite quasiment plusieurs mois à l'avance. Soit ça peut être fait dans le cadre d'une prestation, c'est-à-dire que si demain vous avez, Monsieur Tomaso, un nouveau prototype ou un nouvel équipement que vous voulez tester, vous pouvez nous demander de réaliser les essais. Et on définira ensemble le programme d'essai, le protocole. Et là, ça peut être plus rapide, parce qu'il n'y a pas tout le circuit de validation de la programmation technique. Dernier aspect, il faut le souligner aussi, on a la chance ces dernières années de ne pas être confronté à des grosses pollutions accidentelles comme on a pu l'avoir autour des années 2000. Mais en cas de pollution réelle, bien évidemment, il y a des circuits accélérés qui se mettent en place pour pouvoir tester dans l'urgence des équipements qui pourraient répondre à une problématique particulière. Ça s'est fait pendant l'ERICA, ça s'est fait pendant le Prestige. Voilà. Oui, je le confirme. Je vous le confirme. Vous êtes bien placé pour le savoir. Mais maintenant, vous avez visé juste, on a une nouvelle génération de chaluts qu'on a conçue, et donc je ne vais pas attendre la prochaine marée noire, je vais venir vous voir. Oui, Comme vous le souhaitez. tout à fait. Pour vous donner une idée, par exemple, là, on a un partenaire avec qui on a envoyé une proposition technique et financière pour réaliser les essais l'année prochaine durant l'été. Maintenant, donc là, on est sur de l'ordre de quelques mois. On aurait pu le faire un peu plus tôt, mais ils souhaitaient que ce soit fait pendant l'été. Et donc ça, on a pu se le permettre parce que là, on est en fin d'année, on n'a pas encore notre plan de charge total pour l'année prochaine. Maintenant, dès le début de l'année, on va avoir un plan de charge qui va être beaucoup plus complet et on risque de devoir déborder sur fin d'année 2026, voire début 2027. En fait, ça va dépendre à quel moment aussi vous positionnez dans l'année. Pour nous, les meilleures périodes pour planifier, c'est autour de… c'est dans cette période, lorsque nos plans de charge ne sont pas encore complets pour l'année suivante. Je vous invite
Je vous invite à nous envoyer un email avec l'expression de votre besoin précis, le descriptif du prototype et puis ce que vous voulez vérifier. Et puis en fonction de ça, on pourra discuter déjà du dimensionnement des essais que nous on envisage en fonction de votre besoin. Et ça permettra de voir également sur le plan de charge, en fonction de la taille de l'essai et des moyens qui sont nécessaires, quand est-ce qu'on peut le programmer. D'accord, très bien. Sachant qu'on essaie toujours forcément de répondre aux besoins le plus rapidement possible pour que ça colle avec vos besoins également. D'accord. Et du coup, nous, c'est vrai que de notre côté, on est intéressé par les innovations parce que les innovations qui peuvent être testées au CEDRE peuvent nous donner des idées pour certains autres besoins, du coup. Qui sont différents et que nous, on remarque lors de nos discussions sur le littoral ou lors des exercices ou lors de différents problématiques qu'on peut rencontrer. On est toujours à la recherche de solutions, d'idées. Donc, toute innovation est toujours la bienvenue et surtout une fois qu'elle a été testée par le CEDRE. Ça sera le cas. Vous allez être surpris. Enfin, vous avez peut-être entendu parler, mais ça sera le cas. Je fais juste la réflexion que, je sais pas si c'est la première fois, mais récemment, on a vu un appel d'offres sortir de la part du CEPOL qui demandait expressément que les matériels soient validés, expérimentés, testés par soit vous, soit l'OMSEC, je crois. Voilà. Donc, ça, c'est un fait un peu nouveau pour nous. Donc, on va faire ce qu'il faut pour mettre dans les clous, quoi. Très bien. Très bien. On a hâte de découvrir les détails de votre nouveau prototype. Un seul bateau et plus de panneaux divergents. C'est l'arête de poisson, non? Pardon? C'est pas le système en arête de poisson? Si. Ok. Si. Du coup, c'est du dynamique. C'est du dynamique, oui. Ce sont des chaluts de taille, pour les marées noires majeures, style les plus gros qu'on fait actuellement, et puis un plus petit où je vise en le garnissant d'absorbants les huiles hydrauliques, les irisations, le gasoil, tout ça, particulièrement lors de la construction des parcs éoliens. Ouais, il a une qualité majeure, c'est une facilité d'utilisation extraordinaire. On verra ça ensemble, mais je vous assure qu'il y a de belles surprises à venir. Avec plaisir. Parfait. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interventions? Oui. Non. Et du coup, nous, on vous remercie beaucoup pour votre attention. On espère qu'on a pu susciter votre intérêt. Encore une fois, n'hésitez pas, si vous voulez plus de détails, à consulter le catalogue de tous les essais qui est en ligne. Et puis, à revenir vers Fanny ou moi en nous envoyant un mail pour exprimer une demande d'essai ou pour poser des questions sur les problématiques d'essai de matériel. Pour ça, vous pouvez directement passer par l'adresse mail générique du CEDRE, contact@cedre.fr si vous n'avez pas nos adresses mail respectives. Et sinon, vous retrouverez la présentation en ligne, donc comme le disait Michael en début de présentation, soit sur le site du CEDRE, soit et sur YouTube. Voilà. Merci à tous. Merci. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Pareillement. Bonne continuation. Et au revoir, bonne journée. Au revoir. Au revoir.